Je vais me faire taper sur les doigts. Alors, donc, je vais vous parler du cercle. Quand je forme ou quand j'anime, je place au maximum toujours les personnes en cercle. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose d'évident, parce que dans la culture, en tout cas, la façon dont moi j'ai été élevée, ce n'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude d'être en cercle avec des personnes. Par exemple, à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est deux par deux, tout le monde face au tableau, face au prof. Donc, quand on suit une formation, en fait, tout le monde est dirigé vers une seule personne. J'ai aussi l'image des grosses réunions d'entreprise où on a des longues tables qui sont en fait plutôt rectangulaires. Et donc, en fait, les seules deux personnes qu'on peut voir, c'est les deux personnes aux extrémités de la table, que tout le monde peut vraiment voir, sinon je vois la personne en face de moi, mais ma vision est un petit peu limitée. Je vois aussi les grandes salles de conférence où voilà, tout le monde est tourné vers un seul point. Et donc, en fait, pour moi, le fait de placer les personnes en cercle, c'est déjà poser visuellement les bases d'une autre façon de faire ensemble. C'est déjà venir réinterroger la façon dont on va faire ensemble. C'est-à-dire que j'ai encore rien dit, j'ai encore rien posé comme contexte un petit peu différent, mais juste le fait que les personnes soient placées en cercle, ça pose une autre dynamique. Pour moi, la première des dynamiques que ça crée, c'est que j'ai la sensation du groupe. J'ai la vision du groupe. Quand je suis en classe toute seule face à mon prof, en fait, je ne vois pas le reste de la classe. La seule personne que je vois, c'est mon prof. Donc, c'est comme si j'étais seule face à lui. Alors que si je suis en formation et que je suis dans un cercle, j'ai tout de suite beaucoup plus la sensation que, en fait, je suis avec un groupe, je suis avec des personnes et je ne suis pas seule face à mon apprentissage. L'autre chose que ça permet, du coup, c'est évidemment de tous se voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une place prédominante par rapport aux autres parce que tout le monde est en capacité de se voir. Ça va venir poser en fait des bases de respect à l'intérieur du groupe. Si je peux voir tout le monde, je peux voir la personne qui commence à se renfermer au fond de sa chaise comme ça, elle n'est pas très bien. Je peux voir la personne qui a essayé de lever la main 4 fois et à qui on n'a pas donné la parole. Je peux voir la personne qui commence à s'énerver toute seule dans son coin. Je peux voir en fait toutes les personnes. Et d'ailleurs, ça m'incite, ça m'invite vraiment à les voir. Ça m'empêche un petit peu de faire, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, parfois, quand je suis vraiment dans l'action, quand je suis à fond, et ben, je vais avoir quelque chose qui se passe, c'est que c'est comme si j'avais des œillères qui se plaçaient un petit peu sur moi. Et tout ce que je n'ai plus trop envie de voir, toutes les personnes qui vont un peu plus lentement, toutes les personnes qui sont un peu contre ce que je dis, ben, hop, c'est comme si elle ne rentrait plus dans mon champ de vision, je replace mes œillères. Le fait d'être en cercle, ça va limiter cet effet-là. En tout cas, moi, je trouve. La deuxième chose, c'est que ça place tout le monde à équidistance du centre. C'est-à-dire qu'on est tous à la même distance du centre du cercle. Le centre du cercle, souvent, il va être, vous pouvez en tout cas le symboliser par un objet qui peut être une représentation de ce qui se vit là dans ce cercle-là. Moi, je le fais assez peu, pour une raison assez simple, c'est que je n'ai pas la rigueur pour le faire. Mais je vois la force que ça a quand quelqu'un prend juste le temps, par exemple, d'allumer une bougie, de mettre même une pomme au centre, en fait. Simplement prendre le temps de symboliser que le centre de ce cercle, c'est ça l'objet du cercle. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que si vous voyez ces grandes tables-là de réunion d'entreprise, par exemple, où on a en fait le manager tout au bout de la table, donc que tout le monde peut voir, ça fait que toute l'attention, en fait, souvent va être focalisée vers cette personne. Donc, on a un point d'attention qui est vers une personne. Quand on est dans un cercle, le point d'attention, il est au centre. Donc, le fait de prendre le temps de symboliser ce centre, ça invite les personnes à mettre une intention particulière sur ce centre. Et ça invite les personnes à venir nourrir ce centre plutôt qu'à venir nourrir une personne. Est-ce que ça vous parle déjà un peu ça comme concept ou est-ce que c'est vraiment très flou? Si j'ai pas de réponse, je pars du principe que ça parle. Si, moi, je veux bien un petit peu des explications sur le fait de, quand tu dis symboliser le centre, pour que les personnes posent une intention vers ce centre. Peut-être que tu l'as dit, mais comment tu symbolises ça? Ah oui, tu as parlé de poser quelque chose au milieu, mais
Est-ce que tu invites les personnes à poser une intention vers le centre et de quelle manière et qu'est-ce que ça signifie? Ouais, merci. Du coup, dans la session précédente, on a parlé de l'importance de l'intention, de poser une intention. Au début d'un temps, moi, je vais toujours poser une intention. Et ce que je vais faire en général, c'est que je vais inciter les personnes à conscientiser que cette attention, elle vient au centre. Et je vais beaucoup parler du centre quand j'anime dans un cercle. C'est-à-dire que je vais dire, là, est-ce que votre prise de parole, elle vient nourrir le centre, c'est-à-dire l'intention qui a été posée. Donc, par exemple, l'intention d'un temps, ça peut être de définir en commun la stratégie pour le mois prochain. Est-ce que là, ce que j'apporte, ça vient nourrir ce centre ou est-ce qu'en réalité, ça s'adresse à une personne? Est-ce que ça vient sur un autre sujet, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, le fait d'avoir quelque chose qui vient symboliser ce centre, ça permet aux personnes d'apporter ça au centre. Ce qui est aussi très riche, c'est qu'une fois que j'ai symbolisé ce centre, je vais pouvoir appuyer, soutenir l'idée que quand quelqu'un apporte une idée, quand quelqu'un apporte un avis, quand quelqu'un apporte une objection, cette objection, elle n'appartient plus à la personne, elle vient se déposer au centre et elle appartient au groupe. Donc, c'est aussi, ça permet de symboliser ce switch-là entre ce sont des individus qui s'affrontent versus ce sont des individus qui participent ensemble à nourrir une intention qui est posée au centre et dont ils sont tous à la même distance. C'est plus clair? Super. Qu'est-ce que ça permet d'autre de puissant? La circulation de la parole. Donc, effectivement, le fait que tout le monde puisse se voir, il y a vraiment une parole qui va circuler beaucoup plus facilement parce que c'est beaucoup plus visible quand quelqu'un monopolise la parole, quand tout le monde peut se voir. C'est aussi beaucoup plus simple de lever la main et donc d'avoir cette visibilité-là sur qui lève la main, à quel moment. Tout le monde l'a en ligne de mire. Là où, encore une fois, quand mon attention elle est fixée juste sur la personne au bout de la table, beaucoup plus difficile d'avoir conscience de toutes les personnes qui peuvent demander la parole. Nourrir le sens, je vous en ai déjà parlé. Et vraiment, je reviens sur cette notion de respect. Pour moi, c'est quelque chose de très puissant, le fait que tout le monde puisse se voir dans ce cercle. Ça permet de créer cette empathie globale. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas avoir en conscience les personnes qui sont autour de moi. Et du coup, je me connecte à ces personnes-là, de fait. Et ça crée une atmosphère de respect et de calme beaucoup plus forte. Évidemment, ce respect, la qualité de ce qui se passe à l'intérieur du cercle, ça n'est pas uniquement posé par le fait d'être en cercle. Le fait d'être en cercle, c'est soutenant pour ça, mais ça n'est pas suffisant. Je vous ai parlé beaucoup du coup dans le premier épisode du fait de poser un cadre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de retourner voir parce que je vais en parler là très très rapidement. Le fait de prendre le temps de vraiment poser un cadre, c'est-à-dire des règles du jeu communes pour toutes les personnes qui soient visibles et acceptées par tous et par toutes. C'est ça aussi qui va permettre qu'à l'intérieur de ce cercle, on crée quelque chose de plus grand que simplement un cercle, mais vraiment une membrane. Alors ça, c'est encore un terme qui n'est pas très souvent utilisé, la notion de membrane. Pour moi, quand je parle de membrane, c'est vraiment cette idée d'avoir créé un espace qui soit une sorte de cocon dans lequel je vais pouvoir permettre l'authenticité, le partage, la confiance. Le fonctionnement en cercle, pour moi, ça permet aussi vraiment de mettre en valeur cette idée-là. Nous sommes dans un cocon et à l'intérieur de cette bulle, nous allons poser un cadre qui va permettre cette confiance, qui va permettre cette authenticité. Prendre le temps de conscientiser cette forme-là de membrane et ce qui se crée à l'intérieur, la qualité de présence, la qualité d'être ensemble qui va se créer à l'intérieur. Ça me permet aussi de conscientiser l'impact que ça peut avoir quand je quitte un cercle brusquement, par exemple. Moi, j'appelle ça déchirer la membrane. Imaginez, vous êtes dans un temps, donc vous avez un cercle, un cadre a été très, très bien posé, on a une authenticité très, très forte, il y a des émotions qui se déposent, il y a des choses importantes qui peuvent se déposer. Les personnes sont un peu dans leur vulnérabilité. Et moi, là, soudain, j'ai un accès de colère et je pars sans prévenir, je quitte le cercle. L'impact que ça a tout d'un coup sur un cercle peut être hyper fort, en fait, parce que je viens déchirer la membrane d'un coup. Pourquoi je vous apporte ça? Parce que c'est souvent ce que j'apporte quand je présente la notion de cercle. C'est-à-dire que un cercle, ça peut être très, très puissant, mais ça peut aussi, en fait, devenir facilement instable parce que, justement,
je mets tellement d'intensité et de qualité dans la création de ce cercle-là qu'il peut se briser assez facilement si j'en prends pas soin. Et donc, c'est aussi mettre chaque personne en conscience, notamment quand j'apporte la notion de souveraineté. Je mets chaque personne en conscience que, bien sûr, je suis souveraine de partir à n'importe quel moment quand j'en ai besoin. Par contre, ça n'enlève pas le souci, la bienveillance envers ce cercle qui s'est créé, envers cette membrane qui s'est créée. Et je prends le temps de m'interroger sur comment est-ce que je peux partir d'une façon qui ne va pas justement déchirer la membrane de façon trop violente. Et donc ça peut être vraiment en fonction du cadre. Hein. Parfois, il suffit de se lever et de partir parce que là, il ne se passe rien de particulier. Parfois, ça peut être juste de le dire en fait en 2 mots. Bah, là, j'ai besoin de partir parce que je suis en colère et je n'ai pas envie d'exploser ça ici. Et juste le fait de le verbaliser peut vraiment permettre de préserver la membrane pour le reste du groupe. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est la place de la position physique dans un cercle. Ce que je trouve très puissant aussi, encore dans cette notion de on peut tous se voir, c'est que dans un cercle, ça permet vraiment très rapidement, selon moi, de voir quand quelqu'un, tout d'un coup, prend une posture de pouvoir sur le reste du groupe. Un des exemples que j'ai très souvent en tête, c'est la notion de la personne qui tout d'un coup va se lever, commencer à prendre un feutre et écrire sur le paper, par exemple, sur un paperboard ou autre. Et en fait, tout d'un coup, il va être en dehors du cercle, donc plus dans cette visualisation de l'ensemble du cercle. Et ça arrive très souvent d'avoir cette personne-là qui commence à parler sans respecter les tours de parole. Parce que tout d'un coup, hop, je suis sortie du cercle, je me suis levée. Et donc, j'ai une posture en fait de force, de pouvoir. Je ne respecte plus les mêmes règles que les autres. Et donc ça, c'est une dérive très facile à avoir en fait. Ça m'arrive très souvent moi en fait, juste parce que je suis debout, j'ai un feutre dans les mains, je ne m'applique plus à moi-même les règles que j'applique au reste du groupe. Et donc hop, juste en sortant, juste en me levant, je vais reprendre quelque chose qui est moins respectueux de l'ensemble du groupe. Ce que je veux montrer avec cet exemple, c'est un peu cette idée de le fait d'être en cercle. En fait, quand tout le monde reste assis en cercle, c'est très, très difficile de reprendre un peu une position de pouvoir. Et du coup, ça se voit très facilement quand quelqu'un veut essayer de la reprendre ou la reprend même de façon inconsciente, parce qu'il va souvent y avoir un mouvement. Il va souvent y avoir une posture physique qui va changer. Donc, ça peut être de se lever, ça peut être même de se mettre au centre pour écrire, ça peut être un petit peu de sortir du cercle, etc., etc. Ça va se sentir visuellement. Et donc, c'est aussi un super bon rappel, c'est-à-dire, ah bah oui, là, tu t'es levé. Pourquoi est-ce que tu t'es levé ? Est-ce que tu te souviens qu'en fait, on a des tours de parole, etc., etc. Ça, c'était vraiment juste, du coup, une introduction à cette notion de cercle. Et après, je vais vous parler des gestes. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur ce concept, cette idée de se mettre en cercle, la signification que ça a derrière, est-ce que ça peut permettre dans un groupe ? Oui, moi j'ai une question sur la taille du cercle, le nombre de membres. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers selon la taille du groupe et est-ce que le cercle il est toujours pertinent au-delà d'un certain nombre? Oui, merci. Super intéressante comme question. La qualité de la membrane, pour moi, elle va aussi dépendre du côté intimiste de votre cercle. C'est-à-dire que si vous voulez créer une membrane avec une qualité très forte qui permette vraiment aux personnes de se livrer complètement, bah là, moi, je vais privilégier un cercle où les gens sont très serrés le plus possible pour avoir le plus petit cercle possible. Si par contre, je suis avec un très grand nombre de personnes et que là, j'ai juste envie de faire une grande clôture où l'énergie du groupe se sente, par exemple, voilà, je peux faire un très, très grand cercle, très, très large. Je peux aussi créer une ambiance intimiste avec un très grand groupe, mais à ce moment-là, je vais parfois faire des cercles concentriques, donc genre un tout petit cercle centre, des petits cercles concentriques comme ça. C'est aussi important, du coup, dans cette notion de qualité de membrane, de faire attention à où se place votre cercle. Et donc ça, je ne vais pas partir trop loin là-dessus, mais réfléchir dans quel espace je suis, est-ce qu'il y a du passage, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que c'est confortable, etc., etc., etc. Ça va permettre d'avoir une qualité de membrane plus ou moins pertinente. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Super. Sylvain, vas-y, je t'écoute.
J'avais une question sur le facilitateur ou la facilitatrice ou les facilitateurs, facilitatrices. Est-ce qu'ils ont la même position dans le cercle? Est-ce qu'ils peuvent être à l'extérieur, à l'intérieur, au milieu du coup? C'est quoi ton conseil? Ouais. Là, encore une fois, hein, je vous rappelle vraiment, je vous apporte, moi, comment je fonctionne et ce que j'utilise, ce n'est pas du tout une vérité générale. Mais moi, je me mets toujours dans le cercle, exactement dans la même posture que les participants, les participantes. Et c'est quelque chose d'assez important pour moi. Ça m'est arrivé au début de faciliter parfois en dehors. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très désagréable. Et je me rendais compte que ça me donnait envie de reprendre le contrôle parce que si je le lâchais très facilement, du coup. Alors que vraiment être dans le cercle, au même niveau que tout le monde, c'est pour moi la posture la plus agréable et ce qui me permet vraiment le plus facilement de reprendre la main quand je sens que c'est nécessaire et de distribuer le plus efficacement possible la parole. Mais il y a beaucoup d'autres pratiques donc, à explorer. J'ai vu notamment beaucoup de facilitateurs, facilitatrices qui restent debout alors que leur groupe est assis. Moi, personnellement, ça ne me met pas du tout à l'aise d'être dans cette posture-là, mais je pense que ça, c'est vraiment plus des préférences en termes de facilitation d'animation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite des gestes. C'est parti. Attends, je galérais à trouver mon micro. Est-ce que toi, tu conseilles, quand c'est toujours le même groupe et que dans un groupe où tout le monde a plus ou moins affaire à la problématique, mais qu'il y en a un, tu vois, qui, pour un peu gérer les échanges, doit se mettre un peu en position de facilitateur, est-ce que tu conseilles de garder tout le temps la même personne en tant que facilitateur ou de faire une facilitation tournante? Alors là, on est complètement des sur un réunions. sujet, mais je prends quand même. Là-dessus, moi, mon conseil déjà, c'est toujours d'avoir une facilitation externe au maximum, surtout si c'est des personnes qui ne sont pas habituées à la facilitation. Alors parfois, évidemment, dans un groupe, si on est 3 ou 4, vraiment prendre une enfin, avoir quelqu'un qui s'extrait de la décision, c'est très compliqué. Donc là, c'est pas évidemment que c'est pas complètement possible, mais dès que c'est un groupe un petit peu plus large, moi je conseille d'avoir vraiment une personne qui dit ok, moi j'accepte que je sais pas, là il y a 5 cerveaux sur le sujet, il n'y a pas besoin de mon cerveau en plus là-dessus et je m'extrais du contenu, je ne passe que sur le contenant. Après, moi ce que j'aime bien avoir, et souvent par exemple dans notre équipe, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a quand on est 6-7 en réunion, il y en a un qui va prendre la facilitation et donc sortir du contenu. Et s'il a vraiment besoin d'apporter quelque chose en termes de contenu, eh ben, on échange de casquettes. C'est-à-dire que moi, je dis, j'ai besoin que quelqu'un reprenne ma casquette de facilitatrice. Et juste pendant ce moment-là, il va la reprendre, ou elle va la reprendre. Et ensuite, je remets ma casquette. Et j'ai eu le temps juste de faire mon apport. Par contre, on ne fait pas obligatoirement tourner la facilitation pour plusieurs raisons. La première étant que, pour moi, gérer un temps du début à la fin, c'est quand même plus simple que de reprendre un bout sans avoir trop l'idée de la façon dont l'autre voulait nous emmener quelque part. Donc, je ne conseille pas ça, mais encore une fois, ça dépend de. Enfin, c'est aussi chercher les pratiques qui fonctionnent pour vous et dans votre groupe. Moi, au maximum, je préfère avoir quelqu'un qui va accepter de se mettre uniquement sur le contenant et sortir du contenu. Mais bon, là, du coup, on part vraiment sur des sujets facilitation pratico-pratique qui sortent de la notion de cercle. Est-ce que vous avez des questions sur la notion de cercle? Non? Eh bien, c'est parti. Vous pouvez toujours me les poser dans le chat et puis après, on prendra un vrai temps où on pourra ouvrir encore à d'autres questions. Donc, maintenant, les gestes dans la coopération. Encore une fois, là, tout ce que je vous apporte, ce sont des bases pour poser une culture commune avec un groupe. C'est-à-dire que, selon moi, il n'y a pas une culture qui fonctionne, qui est la mieux, qui est une vérité générale. Par contre, c'est essentiel de prendre le temps, avec mon groupe, de poser une culture commune. Par exemple, quand j'arrive dans un groupe en général, et que même si les personnes connaissent déjà la notion de facilitation, je suis quasiment sûre qu'ils vont avoir une définition différente de la mienne de la facilitation.
pareil, si j'apporte un cadre quelque part, même si les personnes ont déjà un cadre, la plupart du temps, ça ne va pas être le même cadre. Et c'est la même chose pour les gestes. Ce qui est hyper important, du coup, c'est de prendre le temps de définir un vocabulaire commun. Donc, c'est comme quand j'arrive dans un autre pays, en fait. On a chacun une langue et c'est super, elle fonctionne très bien. Par contre, ça nous empêche de communiquer. Donc, je vais prendre le temps de définir, OK, est-ce que peut-être on passe complètement sur l'anglais et c'est d'accord, ou est-ce que non, j'apprends un bout de français, toi, tu apprends un bout de chinois et on arrive à communiquer ensemble. C'est sur quel pied on va danser ensemble. Et donc, prendre le temps de poser une culture commune, c'est essentiel. Là, je vais vous présenter des gestes. Ce sont les nôtres, c'est ceux qu'on a sélectionnés à Fertile. Donc, il y en a qui sont issus de l'éducation populaire, il y en a qui sont issus de plein de groupes dans lesquels on est passé, il y en a qu'on a créés. Ce qui me paraît essentiel vraiment, c'est donc là, je vous les apporte pour que vous ayez des exemples, une idée de ce que ça peut être, tous ces gestes utilisés en collectif. Mais vraiment, le plus important, c'est de prendre le temps de les poser quand j'arrive dans un nouveau groupe, de se mettre d'accord en fait sur quel va être notre vocabulaire commun. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise des gestes? Qu'est-ce que ça permet? La première chose, c'est que ça permet vraiment de rendre visible l'énergie du groupe. Donc ça va être, moi en tant que facilitatrice ou en tant qu'animatrice, je vais me retrouver face à un groupe et si j'ai aucun geste, potentiellement, je vais avoir juste des visages neutres ou qui va me donner presque la même sensation que de faire un zoom avec plein d'écrans noirs. De faire un zoom avec plein d'écrans noirs parce que je n'ai pas de moyen d'interaction avec le groupe. Alors que si j'ajoute des gestes, en fait, même quand c'est juste moi qui parle, je vais avoir un retour, un feedback constant du groupe. Ça me permet de savoir où il en est. Est-ce qu'il est encore avec moi? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est actif? Ça permet évidemment de donner des retours non verbaux et donc en fait d'avoir une efficacité assez forte à l'intérieur d'un groupe parce qu'on n'a pas obligé d'interrompre quand l'autre parle pour lui faire des retours non verbaux. Donc ça peut être par exemple l'autre est en train d'expliquer, enfin quelqu'un en face de moi est en train d'expliquer un sujet et vous allez voir, il y a des gestes qui permettent de dire bah là moi j'ai un ajout à faire ou attends en fait ça j'ai la réponse, arrête d'en parler, on en reparle après. Ou je suis vraiment d'accord avec toi. Et toutes ces choses-là, ça va vraiment permettre de fluidifier les échanges et de limiter les débats. Encore une fois, ça permet aussi beaucoup de respect. C'est-à-dire que, par exemple, si je sais que je peux lever la main pour demander la parole plutôt que d'interrompre la personne, et je sais qu'en fait, une fois que j'ai levé la main, on va me donner la parole, je ne vais pas me sentir obligée de venir piétiner sur la parole de l'autre pour lui couper la parole, pour être sûre d'avoir la parole, parce qu'en fait, sinon, si je ne le fais pas, il y en a un autre qui va le faire, et du coup, je ne vais jamais avoir la parole. Et donc, en fait, ça peut me donner une confiance dans le fonctionnement du groupe, dans le fait que ça va être fluide, et que je vais avoir un moment mon espace. Donc, ça apporte globalement une forme de respect à l'intérieur du cercle. Et la dernière chose, c'est que ça permet à chacun, chacune, de rester vraiment acteur, actrice, de rester engagé. Même si je ne parle pas, en fait, j'ai des moyens de donner mon avis, de m'exprimer et d'être présente à ce qui se passe. Ça, c'est tout ce que ça permet déjà. Avec Fertile, avec Audrey et Marianne. Donc Marianne, c'est notre graphiste qui fait tous les dessins en numérisé à partir des dessins qu'on fait avec Audrey à la main, parce qu'on ne sait pas utiliser de tablette graphique. Et donc, avec Audrey, on a pris le temps d'essayer de mettre en forme pas mal des choses qu'on vous transmet là, et donc qui sont, vous pouvez les trouver sur notre site, dans la partie ressources. Je vais vous donner tous les liens à la fin. Et donc, on a réfléchi à comment on allait organiser un petit peu la transmission de ces gestes. On a choisi de les classifier un petit peu. Donc, petit sommaire. D'abord, je vais vous parler des gestes que vous pouvez utiliser hors d'un cercle. Ensuite, des gestes qui peuvent s'utiliser pour structurer la parole. Ensuite, des gestes qui peuvent s'utiliser pour fluidifier les échanges. Et enfin, les gestes pour s'entraider, se grandir par le feedback. Et la dernière chose, c'est que je vais vous parler des gestes que nous avons choisi de ne pas utiliser, qui sont fréquemment utilisés. Et je vais expliquer pourquoi et les risques que je perçois dans ces gestes-là. Alors, la première chose, donc hors d'un cercle. Il y en a deux grands qui sont des gestes
Alors, il y en a un qui n'est pas vraiment un geste, qui est plutôt un cri, et qui s'utilise lors d'un cercle, et qui sont des gestes qui, en fait, fonctionnent par vagues. C'est-à-dire qu'une personne le fait, et dès que je vois ou que j'entends la personne le faire, je répète le même mouvement. Donc, par exemple, ça va être le geste du silence. Donc, le geste du silence, vous en connaissez peut-être plusieurs. Donc, il y a celui de la maison, qui est assez connu. Et il y a aussi celui de lever la main très haut. Vous ne voyez pas là. Alors, nous, on a une version un peu différente à Fertile. On fait une petite girafe qui lève la main. Ça ressemble à ça, qui se lève très haut. Bon, ça revient au même de lever la main très haut. Moi, j'aime bien celle de lever la main. Pourquoi ? Parce qu'elle permet un double geste. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je lève la main, c'est je lève la main et je mets la main devant la bouche. Pourquoi ? Parce que, donc vous l'aurez compris, ce geste, l'idée, c'est que je lève la main, je vois quelqu'un, ou je vois quelqu'un qui a levé la main, je vais lever la main, quelqu'un me voit lever la main, il lève la main, et je crée une vague de personnes qui ont les mains levées, ce qui permet, en fait, dans un très grand groupe, d'avoir un silence ultra rapide. Je peux avoir 200 personnes, et en fait, il suffit d'une personne qui lève la main, et en moins de 30 secondes, on a un silence dans toute la salle. Et du coup, je viens juste de voir quelqu'un qui me demandait le support. Oui, je vais vous transmettre. En fait, tout est disponible sur notre site. Donc, il y a vraiment des kits que vous pouvez retrouver. Donc, j'ai demandé silence. Le problème, c'est que si je fais ça et que je continue à parler, le silence n'arrive pas. Donc, en général, dans les écoles maternelles, les écoles primaires, quand ils transmettent ce geste, ils l'apprennent comme ça avec la main sur la bouche. Moi, j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi ça s'arrête en primaire et en maternelle, parce que je pense que c'est un très, très bon moyen de le transmettre à tout âge au début. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise plutôt celui qui lève la main. Dans le même concept, le « aou », donc « aou ». Voilà, pour embêter mes voisins du dessus. Ça, c'est vraiment le cri du loup, c'est le cri de ralliement. Et donc, imaginez, donc ça nous vient d'une clinique de 7000 m², où on était 80 personnes, il fallait appeler tout le monde à table très rapidement. Aou, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que je fais aou, et moi, si j'entends un aou, même s'il est lointain, hop, je réplique. Ce qui fait que l'information, elle peut passer sur 6000 m², elle peut passer sur une très longue distance. Et ça permet de rapatrier un très grand groupe très rapidement. Donc ça, c'est 2 outils qui sont très, très puissants pour les grands groupes. Lever la main, ça peut marcher aussi très bien pour un plus petit groupe, hein, même parfois à 6-7 personnes. En fait, j'ai mal à la tête, là, il n'y a plus personne qui s'écoute. Hop là, je peux lever la main très haut et tout le monde comprend que, ah oui, là, il faut qu'on refasse le silence. Donc, 2 outils de propagation très puissants. Attention, ils ne fonctionnent vraiment que si chacun joue le jeu. C'est-à-dire que si quand j'entends « aou », je ne fais pas « aou », ça ne fonctionne pas. Un autre qu'on utilise beaucoup, c'est la prise de température. Une prise de température avec je suis d'accord, je suis moyen d'accord, je ne suis pas du tout d'accord, qui est basée sur le signe des applaudissements de la langue des signes. Ça, c'est une technique un peu de vote très rapide qui fonctionne pas mal dans un grand groupe parce qu'elle permet d'avoir un peu une idée de... C'est pour ça que ça s'appelle une prise de température, de la température du groupe sur un sujet assez rapidement. Et donc, c'est un vote, tout simplement. Donc, ça peut être, je sais pas, j'ai un grand groupe en face de moi, j'ai envie de savoir s'ils sont prêts à continuer encore pendant 1 heure ou 2 ou si vraiment ils sont trop fatigués. Je peux dire, OK, est-ce que vous pouvez me dire là en prise de température, ici, je suis super, super fatiguée. Ici, j'ai méga la patate. Et ici, ça va, je peux tenir, mais je n'ai pas une énergie de fou. Et en fait, en un regard, je peux savoir, OK, en fait, là, on va s'arrêter, on reprendra demain. Ou, OK, bon, il y a une énergie un peu moyenne, mais vous avez l'énergie de tenir, je vais ralentir un peu le rythme, mais on va terminer la journée. Donc ça me permet d'avoir une image très rapide de mon groupe. Le dernier qu'on utilise, et ça, c'est plutôt un qu'on utilise en formation. Je suis près de mon écran pour faire des gestes. Ça, c'est un peu celui qu'on utilise en formation. C'est quand quelqu'un sent qu'il a dépassé une croyance limitante et qu'il l'apporte au groupe. Ou que le groupe a dépassé une croyance limitante, qu'il a vraiment réussi à faire un truc qu'il pensait qu'il ne pourrait pas faire et dans lequel il était vraiment ancré sur le fait que c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas faire ça. Et qu'en fait, il a dépassé ça. Nous, on appelle ça vraiment dépasser une croyance limitante et on le célèbre avec un coup de poing en l'air qui fait « Oh, pam !» Voilà, ça, c'est plus en formation et ça permet de... En fait, c'est une façon de célébrer. C'est une façon de célébrer un moment assez important de dépasser les croyances limitantes. Donc ça, c'est un petit... J'en profite pour le caler là. Créer les gestes
qui font sens pour votre groupe, créer les gestes qui font sens pour votre collectif. Ça, c'est juste un exemple de quelque chose qui, chez nous, en fait, fait complètement sens. Dans nos formations, il va être utilisé presque 3-4 fois par jour, ce geste-là. Et c'est un geste de célébration qui est très puissant et très fort, mais qui correspond très particulièrement aux formations que nous, on donne. Donc, c'est important de s'approprier vos gestes et d'en créer qui vont faire sens pour votre collectif. Deuxième partie, structurer la parole. Le premier, c'est la clarification. C'est quoi la différence entre j'ai envie de poser une question, donc juste je lève la main, et j'ai une clarif. Une clarification, ça va être vraiment je n'ai pas compris ce qui vient de se dire. Ça veut dire que je ne suis pas au même niveau d'information que toutes les personnes présentes. J'ai besoin qu'on me clarifie ce qui vient d'être dit. C'est pas j'ai une question pour ouvrir le débat ou j'ai envie de donner mon ressenti ou j'ai envie de participer. C'est vraiment j'ai besoin de me mettre au même niveau d'information. C'est hyper important d'utiliser ce geste-là parce que ça permet, par exemple, moi en tant que facilitatrice, je vais toujours donner la parole en priorité à quelqu'un qui a une clarification. D'ailleurs, je vais souvent ouvrir l'espace pour quelqu'un qui a une clarif à n'importe quel moment. Parce que la base, la prio, ça va être que tout le monde dans le cercle ait le même niveau d'information sur ce qui est en train de se dire. Et surtout, je ne vais pas donner la parole à quelqu'un qui a une question qui va ouvrir le débat avant quelqu'un qui n'a pas compris ce qui s'était dit juste avant. Parce que sinon, cette personne ne va pas pouvoir suivre le débat que veut ouvrir la deuxième personne. Donc, ça me permet de prioriser vraiment les informations. La deuxième, c'est j'ai envie de donner une clarification. J'entends quelqu'un qui raconte quelque chose et en fait, je sens qu'il lui manque une info là. Vraiment, il manque une info que j'ai et il est en train de, je sais pas, de tourner en rond ou de se poser même la question à voix haute. Et en fait, moi, j'ai l'info. Je peux répondre à sa question tout de suite. Hop, j'ai une clarification que je veux donner. Donc, juste, je rajoute la main qui veut dire je donne. Donc, on a toujours le C plus la main qui donne. Autre petit signe de la prise de parole, la proposition. Donc là, c'est, par exemple, je sais pas, il y a toute une discussion autour de, pour trouver une solution pour quelque chose, et je vois en fait tout le monde qui est en train d'un peu de s'empêtrer, de donner son ressenti, son avis, machin, avec personne qui arrive avec une proposition claire. Moi, dans ma tête, c'est super clair, je sens que j'ai une proposition à faire. Je fais un petit P, et c'est pareil, la facilitation va pouvoir se dire, ok, bah, là, il y a une proposition qui est claire, vas-y, apporte-nous ta proposition au centre. Et ça permet en fait parfois de couper court à plein de personnes qui donnent leur avis, leur ressenti. Et en fait, ça prend, c'est intéressant, c'est une écoute du centre, mais ça prend du temps potentiellement pour quelque chose qui pourrait être résolu juste par une proposition simple et directe. Donc, je vois quelqu'un qui a une proposition. Allez, vas-y. Autre outil très puissant dans des grands groupes, la numéroter sa prise de parole. Donc ça va très très bien fonctionner, je pense, par exemple aux grandes assemblées d'XR ou aux très grandes réunions de CA grandes réunions, vous avez plus de 20 personnes, ou même plus de 10 personnes en fait. Je compte mes prises de parole. C'est-à-dire que si je suis la première personne à lever la main, je peux dire 1. Je suis la deuxième personne à lever la main, je dis 2. Je suis la troisième personne à lever la main, je dis 3, etc. etc., etc. Ça permet au facilitateur et à la facilitatrice de suivre en fait qui a pris la parole. Le risque avec cet outil-là, c'est justement de retirer un petit peu sa capacité d'action au facilitateur et à la facilitatrice. Parce qu'un groupe qui commence à compter sur ses doigts, il va dire « Ah bah attends, non, c'est à moi de parler. » Donc, j'attends même pas, en fait. Je ne vais même plus capter le regard du facilitateur, de la facilitatrice. Je vais directement prendre la parole, sans même voir est-ce que peut-être elle veut recentrer, réunir ce qui se passe, faire un petit résumé, passer à autre chose. Donc, ça peut potentiellement retirer un petit peu ce pouvoir-là. Moi, ce que j'aime bien quand je l'apporte, c'est juste remettre ça en conscience. Ce n'est pas parce que vous comptez sur les doigts que c'est pas, vous ne checkez pas quand même, que vous ne revenez pas sur un check vers moi pour vous assurer qu'on fonctionne ensemble. Donc, je vais juste le signifier, en fait. Je vais dire, bah, ça, c'est le risque que je vois. Je vous invite à me soutenir là-dedans parce que sinon, je vais avoir du mal à continuer à tenir le groupe. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, des clarifs au fur et à mesure. Soit à les écrire, soit à prendre la parole, n'hésitez pas. L'autre point suivant, le time-out. Time-out qui ne devrait plutôt s'appeler point technique et que j'ai complètement oublié de renommer. Donc, c'est un T, ça veut dire point technique. Nous, on l'utilise vraiment là pour les situations où
ça ne parle pas du tout de ce qui est en train de se passer, on n'est pas du tout dans le contenu de la réunion ou autre, c'est plutôt, là, en fait, je crois qu'on a lancé une soupe il y a 2 heures et que personne ne s'est occupé de l'arrêter. La maison est en train de brûler et il est temps de s'arrêter. Machin est verdâtre, j'ai l'impression qu'il va s'évanouir, est-ce qu'il ne serait pas temps de l'emmener à l'hôpital, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment là des points techniques qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le contenu, mais vraiment j'ai un point technique, c'est urgent, donc ça va passer en priorité numéro 1 en fait sur toute autre prise de parole. J'ai un point technique à faire et c'est de l'ordre de ce qui se passe en fait en dehors du cercle et qui demande à ce que ce qui se passe dans le cercle s'arrête pour prendre en conscience le monde extérieur. Autre petit geste, celui-ci. Alors, il y en a qui le connaissent comme le tac au tac. Je reparlerai du tac au tac après. Moi, j'appelle pas ça un tac au tac. Pour moi, ça c'est on en reparle après. Donc, par exemple, quelqu'un finit sa prise de parole en disant bah, ça, c'est vraiment un sujet que j'aimerais creuser. Moi aussi, c'est un sujet que j'aimerais creuser. Je me fais un petit signe comme ça, et ça veut dire on en reparle après. Ou alors, quelqu'un, nous on utilise un outil qui s'appelle le Flash Info, où tout le monde se met en cercle et partage très rapidement en fait, des infos qu'ils ont besoin de se transmettre. Et à ce moment-là, je peux avoir par exemple quelqu'un qui dit « j'ai perdu mon bonnet, j'espère vraiment le retrouver » et qui continue, et l'info continue à passer, d'autres infos continuent à passer, et moi je peux juste lui faire un signe pour dire « en fait, moi je sais où il est quoi ». Donc je n'ai pas besoin de le dire. Hop, juste lui fais ce signe-là et ça veut dire qu'on en parlera après. Si ce signe n'existait pas, potentiellement, pendant qu'il fait son flash info et qu'il dit « j'ai perdu mon bonnet », je vais dire « ah, attends, bah moi je l'ai, je crois qu'il était posé dans la cuisine, etc. » Et donc, je vais prendre du temps, de l'espace de parole devant potentiellement 40 personnes qui ont complètement autre chose à faire que d'écouter cette prise de parole, alors que je peux juste faire un petit signe à la personne et tac, elle a compris que c'est moi qu'elle doit aller voir après pour avoir son info. L'autre version de ça, c'est celui-ci. On en parle à l'apéro ou on en parle ou avec la tasse de thé pour ne pas faire genre je bois une bière. Mais ça va être un peu plus vraiment on continue cette discussion-là, plus que je vais juste te donner une information rapide. Voilà. Donc moi, j'aime bien celui-ci. Le dernier, pour structurer la parole, ce n'est pas un geste, mais c'est une habitude de parole que j'aime beaucoup et qui pour moi est très soutenante, qui est « je prends, j'ai dit ». Alors, je prends pour moi moins essentiel, mais le « j'ai dit », vraiment, c'est-à-dire pour clôturer ma prise de parole, je dis « j'ai dit ». Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet que si j'ai envie un moment de prendre une respiration dans ma prise de parole et de réfléchir, de me recentrer, et que donc il y a un blanc dans ma prise de parole, tant que je n'ai pas dit « j'ai dit », en fait, les personnes autour de moi savent que j'ai juste besoin d'un petit temps, mais que j'ai encore des choses à dire. Et donc, au lieu de profiter de ce temps-là pour me reprendre la parole et directement répondre ou directement enchaîner sur autre chose, eh ben, les personnes autour de moi savent que tant que je n'ai pas dit « j'ai dit », c'est encore moi qui ai la parole et donc j'ai l'espace en fait de me centrer, respirer et pas me précipiter dans la prise de parole. L'autre chose, c'est que ça permet aussi d'accélérer, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en attente du c'est bon, tu as fini, tu as dit tout ce que tu avais à dire, et quand la personne a dit « j'ai dit », au moins c'est clair et la parole peut se transférer très rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment structurer un groupe. Alors, je vois qu'il y a des questions. Allez-y. Sylvain. Quand j'étais à la basculaire Goethe, moi j'avais plutôt je passe que j'ai dit et j'arrive pas à me rappeler. Ils avaient émis une différence entre le je passe et j'ai dit. Est-ce que tu l'as aussi cette différence? Parce que j'arrive pas à me rappeler. J'ai pas cette différence. Par contre, je sais qu'il y a vraiment plein de. Enfin, le j'ai dit, c'est une façon. Il y en a qui disent aussi hao ou il y en a qui disent c'est bon pour moi, j'ai fini. Tout est OK en fait. J'ai dit, moi je l'aime bien parce que c'est rapide et c'est pratique et c'est quelque chose qui est assez connu. Mais il y a plein d'autres versions de le dire. Mais je connais pas la différence entre j'ai dit et je passe. Je ne sais pas. Ils ont dû la développer à basculaire Goethe. Merci. J'avais Stéphanie aussi. Ouais, je voulais te demander tous ces gestes et ce langage, ce vocabulaire commun. Est-ce que c'est des choses que tu instaures seulement quand il y a des accompagnements un peu longs du groupe ou les gens, ou pour les incapacités après à poursuivre une fois que tu n'es plus là, ou est-ce que à la moindre intervention, tu vas présenter et proposer tout ce vocabulaire? Non, c'est exactement comme pour quand je pose un cadre. Je vais poser en fonction de la durée que j'ai avec les personnes.
Donc, en fait, là, par exemple, en ce moment, j'anime des week-ends pour la primaire populaire. Et en général, j'apporte 3 gestes. Je vais apporter le silence, donc lever la main pour le silence, le « je suis d'accord » et la clarification. Voilà, c'est tout. Je vais apporter seulement 3 gestes. Et par contre, si j'ai un groupe sur du plus long terme, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter les gestes au fur et à mesure quand je vois qu'ils ont du sens et qu'ils sont essentiels. Là, je vous apporte vraiment un grand panel. Mais évidemment, quand je suis avec un petit groupe pour pas longtemps, je ne vais pas du tout apporter tout ça. Ouais, mais c'est intéressant de savoir voilà, ce que tu mets de base un peu en essentiel. Et puis, quand tu dis que tu les amènes au fur et à mesure que la situation se présente, je trouve que c'est pertinent. Par exemple, le j'ai dit, je vais l'apporter quand je vois que c'est nécessaire. Donc, si je vois qu'à un moment, on commence à en avoir besoin, bah là, je vais dire, ah oui, ce serait bien qu'on utilise le j'ai dit. Et pareil, en fait, si je vois que ça commence à faire plein d'interactions interpersonnelles dans un groupe alors qu'il n'y a pas besoin pour tout le groupe, bah là, je vais rajouter ce signe-là. Donc, je vais ajouter au besoin si je sens que c'est présent. Et à la base, je vais vraiment en mettre très peu. Ouais. Alright, j'avance un petit peu. Fluidifier les échanges. Donc là, on retrouve le « je suis d'accord ». Celui-ci, il est vraiment très puissant, justement parce qu'il permet aux personnes d'être actives et présentes dans le groupe. Même si je ne parle pas, même si je n'ai pas la parole, potentiellement, je suis dans un très, très grand groupe, je n'aurai pas la parole du tout dans ce temps-là, bah, je peux dire que je suis d'accord avec ce qui se dit. Et du coup, ça me garde accrochée au groupe, ça me garde présente avec le groupe. Autre geste qui permet vraiment aussi de rester présente, c'est le merci. Au lieu de juste prendre la parole pour dire merci ou de prendre, ça peut prendre un peu du temps, ça peut aussi faire des prises de parole intempestives, un petit peu des merci. En fait, c'est positif, mais ça reste du bruit, beaucoup de bruit. Et c'est vraiment fort en fait de permettre aux gens de pouvoir exprimer un merci dans un groupe et en même temps de le faire sans interrompre quoi que ce soit. Donc le merci, c'est vraiment le merci pareil de la langue des signes. Il y a la version merci à tous, donc je remercie l'ensemble du groupe. Ça, c'est 2 gestes aussi qui permettent vraiment d'être présente dans le groupe, même si je ne prends pas la parole. On a 2 gestes aussi qui, là, peuvent s'adresser plutôt à la personne qui parle. Donc, celui-ci, j'emmène mes mains vers le bas. Ça veut dire ralentir. Est-ce que tu peux ralentir ta prise de parole? Parce que là, ça va trop vite pour moi. Et l'autre qui monte vers le haut, c'est est-ce que tu peux parler plus fort? Voilà, donc 2 choses aussi qui sont très pratiques pour communiquer rapidement avec la personne qui est en train de parler sans l'interrompre. Une autre très pratique aussi, c'est le L. Donc, je fais un L avec ma main comme le loser. Sauf que là, c'est le point de langage. Très, très utile dans des milieux un peu militants, dans des milieux où en fait, il y a beaucoup de novlangues. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux mots qui se créent, qui s'inventent, de nouveaux concepts et qui passent hyper vite dans une sensation de « bah oui, mais tout le monde connaît ce mot ». En fait, non, tout le monde ne connaît pas ce mot. Si je parle de centrage, ça ne parle pas à tout le monde. Si je parle de centre du cercle sacré, ça ne va pas parler à tout le monde. Et en fait, c'est normal. Et donc, c'est pratique en fait, d'avoir juste ce petit signe-là. Pourquoi? Parce que en fait, moi, quand je vois ce signe-là, par exemple, je vais tout de suite comprendre de quel mot il parle. C'est-à-dire qu'en fait, juste le fait de le voir, je me dis « ah bah oui, je n'ai pas explicité ce mot-là » et donc je le réexplique. Et en général, ça permet vraiment à tout le monde de juste, je vois le L de la personne, je suis en train de parler, je vois le L, je reviens juste sur ce mot-là pour l'expliciter. Et la personne n'a pas besoin de lever la main, de poser une clarive, de poser sa question, etc., etc. Et elle peut continuer, en fait, tout de suite raccrocher les wagons. Donc là encore, on est sur de la clarif la plus efficace et rapide possible et qui prend le moins de temps à l'ensemble du groupe possible. Voilà, et la dernière, c'est ce signe-là. Donc, je fais un gros câlin avec mes mains. C'est un signe qui est là pour demander un centrage. Donc, un centrage, c'est un temps de respiration collective où chacun va prendre vraiment un temps avec soi-même pour respirer, relâcher, redescendre à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est des choses que nous, on apporte beaucoup. Par exemple, j'ouvre quasiment toujours un temps en offrant un temps de centrage à tout le monde. Mais l'idée, c'est que chacun puisse en fait demander un temps de centrage quand il en ressent le besoin. Donc, par exemple, là, je sens une tension qui monte et le facilitateur, la facilitatrice ne fait rien, je peux demander un temps de centrage. Là, il y a beaucoup, beaucoup de prises de parole et moi, j'ai vraiment besoin d'organiser ma pensée. Je sens que j'ai un truc à apporter au groupe. Je n'arrive pas à organiser ma pensée avec ce brouhaha. J'ai besoin qu'on fasse un temps de centrage parce que là, j'ai une objection à apporter, par exemple, peut-être. Je peux le demander. Le temps de centrage, c'est comme
c'est comme le fait de demander le silence, ça fonctionne très bien si tout le monde le suit, en fait. Ça permet vraiment de soutenir la personne. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui demande un temps de centrage, je pars du principe que si elle en a besoin, c'est légitime. Et donc, tout le monde fait ce signe-là, en fait. Et donc ça va venir soutenir sa proposition, lui permettre de la tenir jusqu'au bout. Et en fait, juste le fait que tout le monde fasse ça, hop, tout le monde se met en centrage et on prend un vrai temps. Et ensuite, la facilitatrice, le facilitateur relance. Voilà, pour fluidifier les échanges. Ah, il me reste encore tout ça. S'entraider et se grandir. Je suis vraiment bavarde, je crois, hein, j'arrive jamais à tenir mes temps. S'entraider et se grandir par le feedback. Ça, ce sont beaucoup d'outils qui permettent de faire des feedbacks donc en direct pendant un temps. Donc, on en a pas mal. Celui que j'utilise le plus, moi, c'est vraiment le parler en ton jeu. Ça, c'est un que j'utilise beaucoup en tant que formatrice, mais que j'incite beaucoup mes participantes à utiliser entre elles. C'est vraiment, je pointe ma poitrine du doigt et c'est un rappel à la personne de s'exprimer en son jeu. L'idée là, c'est vraiment pas de l'enfoncer ou de faire en sorte qu'elle se sente mal, c'est de l'inviter à tenter de reformuler ce qu'elle est en train de dire dans son jeu. En formation, je l'utilise beaucoup parce que c'est très important que les personnes formulent leurs apprentissages en jeu parce que ça leur permet de se les approprier beaucoup plus fortement. Et dans un groupe, c'est aussi très puissant parce qu'en fait, si par exemple, je me sens activée parce que la personne en face de moi est en train de dire, parce qu'elle le prononce, elle l'affirme comme une vérité générale, ou alors encore plus qu'elle m'inclut à l'intérieur, juste en lui faisant ce petit signe-là, la personne peut reformuler. Et du coup, au lieu de moi rester complètement braquée là-dedans, et ben, voilà, elle va avoir reformulé et je comprends que c'était pas sa pensée. Elle voulait en fait juste parler de ce qu'elle ressentait, elle. Ça, c'est un moyen de faire un feedback en direct. Un autre, c'est connecte-toi à tes ressentis. Donc là, c'est vraiment, je fais un petit rond sur mon ventre. Donc ça, c'est pareil, je vous l'apporte, mais c'est un que j'utilise principalement en formation quand j'essaie d'amener les participants, les participantes à parler de leurs ressentis. Donc, je ne parle pas pro parce que ce n'est pas très utile quand je suis juste dans mon groupe. Pareil, on en a une qui est tire le fil. Là, c'est je sens que tu as un concept qui est pertinent. Vas-y, continue, tire le fil. Donc, c'est vraiment je tire un fil. Voilà, donc ça, ces deux-là, connecte-toi à ton ressenti, tire le fil, c'est vraiment plus utile en formation que quand je suis avec un groupe lambda. Par contre, les autres, celui-ci, très, très, très puissant, recentre-toi. Là, tu es dans une prise de parole et je sens que tu es perdu. Tu n'es plus du tout en train de parler avec intention. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez ce genre de moment où il y a quelqu'un qui commence à prendre la parole et puis je sens qu'il se perd dans sa prise de parole et il fait des détours et puis il revient et il s'interroge et il réfléchit en parlant, etc. Et en fait, je ne vois plus du tout où il veut en venir. Moi, ça fait 5 minutes que je ne l'écoute plus. Là, je fais ce signe-là. Recentre-toi. C'était quoi l'intention de ta prise de parole? C'était quoi le message clé que tu avais envie de nous envoyer? Donc ça, c'est pareil, c'est un moyen de soutenir la personne dans sa prise de parole. Une autre version, là, c'est la concision. Moi, ça, je l'utilise uniquement quand je suis facilitatrice ou formatrice. C'est vraiment, là, je te demande en fait d'arrêter ta prise de parole à la fin de ta phrase parce que j'ai besoin qu'on passe à autre chose. Ça, moi, je le réserve uniquement à la facilitation et pas aux participants parce que déjà, ça peut être un peu agressif et pour moi, c'est... Quand je suis en gestion du timing, je considère que je peux trancher s'il y a un besoin de passer à une brique suivante ou non. Mais j'essaie d'éviter en fait de créer ce lien-là entre les participants. Une autre qui peut être intéressante, pareil que moi, ça j'apporte vraiment dans des groupes très très matures qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes et dans lesquels ça se passe bien, ça va être la parole inclusive. Donc, c'est vraiment cette idée de est-ce que là, ta parole n'inclut pas une partie des personnes présentes. Est-ce que tu pourrais les inclure? Voilà. Et la dernière, c'est la main qui se lève comme ça. Et ça veut dire prendre la hauteur. Prendre la hauteur sur ce qui est en train de se dire, prendre la hauteur sur ce qui est en train de se passer et faisons en fait un méta de ce qui se passe là dans le cercle. Donc ça peut être très utilisé, par exemple... là, je sens que ce qui se passe dans le groupe, les personnes ne sont plus en train de coopérer, elles ne sont plus alignées autour d'une intention. Ça part un peu dans tous les sens. Je fais ce signe-là
Et en fait, c'est une façon de prendre la parole et de dire, là, je vais faire une prise de hauteur sur ce qui se passe. Je vais vous apporter une vision un peu méta. Moi, ce que j'observe là dans le groupe, c'est ça. Vous en pensez quoi? Je propose qu'on mette ça en place pour que ça avance mieux. Vas-y, Stéphanie. Pardon, j'ai plein de questions. Je voulais savoir si dans ton expérience, les gestes sont mieux perçus qu'une formalisation avec des mots pour ce genre de feedback. Ouais, vraiment. Vraiment. Alors après, j'y arrive juste à la... je fais le point là-dessus du coup tout de suite. Pour moi, c'est très, très important de prendre le temps de s'interroger sur quelle est mon intention quand je fais ce geste, justement. Est-ce que c'est de mettre l'autre mal à l'aise et de faire en sorte qu'il voit qu'il s'est trompé? Ou est-ce que c'est vraiment de venir le soutenir dans sa prise de parole, le soutenir pour nourrir le centre au mieux? Et la deuxième question que je me pose, c'est quelle est ma posture physique? Qu'est-ce que mon visage, mon expression, mes attitudes disent? C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose d'être comme ça, un peu agressif versus voilà, c'est un petit rappel, quoi. Ou faire un gros warning comme ça, recentre-toi, avec une tête vraiment exaspérée versus, je t'invite, en fait. Je t'invite à faire ça et c'est en soutien. Et donc, vraiment prendre le temps de s'interroger sur, OK, je relâche un peu mes épaules avant de faire un feedback. Pourquoi je le fais? OK, super, oui, c'est pertinent. Allez, je le fais. Et donc ça va jouer beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme tout, hein, que ce soit en prise de parole ou en geste, ce qui va changer la façon dont c'est réceptionné, l'une des choses qui va changer la façon dont c'est réceptionné, ça va être l'intention et la posture dans laquelle je le fais. Après, évidemment, il y a la façon dont la personne le reçoit et ça, je ne peux rien y faire. Mais pour mettre les meilleures chances de mon côté, quelle est mon intention et dans quelle posture physique je suis? Voilà. Alors, j'en arrive juste aux derniers gestes qui sont ceux que nous n'utilisons pas. Et après, j'ouvre à toutes vos questions. Donc, les derniers gestes, ceux que nous n'utilisons pas. Le premier, c'est le tac au tac dans sa version tac au tac. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce geste-là. C'est un geste qui est souvent utilisé dans les milieux militants. Le tac au tac, c'est je veux répondre immédiatement à ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qui était beaucoup utilisé au début à la bascule. Ça faisait des chaînes de tac au tac qui hackaient complètement les prises de parole. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un prenait la parole et puis ensuite, quelqu'un faisait un tac au tac dessus et quelqu'un faisait un tac au tac sur le tac au tac. Et il y avait des tac au tac sur le tac au tac. Et donc, en fait, ça ne créait que des discussions en réaction. C'est-à-dire que c'était pas de la prise de parole avec intention posée. C'était des prises de parole en réaction. Je réagis à ce que je viens de dire. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que vraiment, en fait, si j'ai quelque chose à apporter, je peux lever la main et attendre mon tour. Ce sera toujours pertinent à ce moment-là. Et qu'en fait, en général, donc l'option qu'on a créée du coup à la place, c'est le fait d'apporter une clarification. Là, j'ai vraiment besoin d'apporter une clarification parce que je sens qu'il te manque une information. Ce qui n'est pas la même chose en fait que de réagir. Et donc, si j'ai envie de réagir, je prends le temps de lever la main et potentiellement, ça va me permettre de prendre le temps de redescendre de la réaction et de repasser à une prise de parole avec intention. Un autre geste qu'on utilise plus, c'est celui-ci, qui veut dire un peu abrège. Attendez, je dois aller ouvrir la porte, j'arrive, désolée. Hop, je suis de retour. Donc, celui-ci qui veut dire abrège et qui est un peu le risque en fait, donner la sensation à l'autre que ce qu'il dit ne m'intéresse pas du tout, quoi. Potentiellement, en fait, ce n'est pas du tout ça l'intention de ce geste. Ça peut être juste, j'ai compris, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Mais vraiment, ce geste-là, j'ai vu de nombreuses fois des personnes en être très blessées. Et c'est pour ça que nous, on ne l'utilise plus et qu'on l'a remplacé par celui-ci, qui est vraiment plutôt une invitation à recentre-toi. C'était quoi l'intention de ta prise de parole? Vers où tu voulais aller avec cette prise de parole? Voilà. Un autre qu'on n'utilise plus trop, c'est celui-ci. Vous ne voyez pas trop, mais vraiment, c'est mettre les mains vers le bas pour dire « je ne suis pas d'accord ». Donc, c'est pas qu'on ne l'utilise pas du tout, mais j'essaie vraiment d'éviter de l'utiliser. Pourquoi? Parce que le problème de ce geste-là, c'est que s'il n'est pas suivi d'explication, c'est juste une mauvaise onde envoyée dans le groupe qui n'a en plus pas d'explication. Donc moi, si jamais en tant que facilitatrice, je vois quelqu'un faire ce geste-là, je vais faire en sorte que cette personne ait un espace pour expliquer en fait pourquoi est-ce qu'elle
pourquoi est-ce qu'elle n'est pas d'accord. Et sinon, je vais vraiment essayer de minimiser ce geste-là. En fait, si j'ai besoin d'exprimer quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, je peux lever la main. Je peux lever la main et du coup, vraiment l'exprimer d'une façon qui va être pertinente. Voilà. Et la dernière chose, donc, c'est l'objection. Si jamais j'ai une objection, c'est pareil. Moi, je considère qu'elle peut être apportée par une prise de parole. Donc, si vraiment je sens que j'ai une grosse objection et qu'on est en train de passer à autre chose, je peux le faire. Mais pour moi, c'est un peu la même chose que de dire je ne suis pas d'accord sans l'expliquer. C'est des signes qui en fait apportent un peu de la brutalité, de la réaction dans un groupe où il n'y en a pas obligatoirement besoin. Voilà, donc ça, c'était les gestes qu'on n'utilise pas. Donc, quelle est mon intention, quelle est ma posture physique. Et ensuite, il nous reste les deux parties. Donc ça, c'est ce que je vous disais au début sur le fait, par exemple, l'utilisation de la prise de parole en levant les doigts, ce qui peut potentiellement venir hacker un petit peu le rôle du facilitateur, de la facilitatrice. Et pour moi, ça, c'est important de replacer au groupe que les gestes soutiennent l'autonomie du groupe, notamment sur les prises de parole, mais qu'ils ne remplacent pas la facilitation. Et que donc, il y a un enjeu à ce que les participantes se souviennent qu'il y a quelqu'un qui est là aussi pour tenir le groupe et les accompagner, et que c'est important d'y jeter un coup d'œil régulièrement pour le soutenir là-dedans. La dernière chose, c'est important pour moi de rappeler quand je présente les gestes que ce n'est pas parce qu'il y a des gestes qu'il n'est pas possible de parler. J'ai déjà vu des personnes être super frustrés à trépigner pour prendre la parole parce que vraiment, en fait, ils avaient besoin de dire un truc là, maintenant, tout de suite, et qu'ils ne le disaient pas, quoi. Alors qu'en fait, oui, là, tu as besoin de dire un truc maintenant, tout de suite, dis-le. Tu vois, je prends la parole pour dire, attendez, excusez-moi, j'ai vraiment besoin juste d'apporter quelque chose là-dessus. Voilà, c'est dit et au moins, je peux l'apporter tout de suite plutôt que de rester avec cette frustration-là. Donc, vraiment, ce rappel les gestes, ça permet de fluidifier, de simplifier et d'être beaucoup plus efficace, mais ça n'enlève pas le fait que je peux bien évidemment prendre la parole quand c'est vraiment urgent et nécessaire. Voilà, l'important. Donc là, je vous ai présenté plein de gestes. Vraiment, je vous ai fait une liste super exhaustive de tout ce que nous, on utilise. C'est pour ouvrir un peu les idées là-dessus. Mais l'important, c'est de se les approprier, c'est d'utiliser les gestes qui vous paraissent pertinents chez vous. Et surtout, c'est de créer une culture commune avec votre groupe où vous avez un vocabulaire commun. Et c'est ça qui est le plus puissant. Vous pouvez retrouver du coup toutes nos ressources. Là, tout ce que je vous ai mis, on a des kits et des affiches qui sont disponibles en Creative Commons sur notre site, donc sur fertile.labascule.org. Dans nos ressources, je vais vous le mettre dans le fil de discussion juste après. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avec tout ça? Oui, vas-y Sylvain. Merci beaucoup, c'était trop cool. Ça fait bien d'en voir et d'en découvrir des nouveaux. Oui, la dernière phrase, du coup, c'est pas parce qu'il y a des gestes qu'il n'est pas possible de parler qui me fait un peu peur. Dans les jours, ça me laisse. Moi, je l'ai vécu, les gestes, comme un soutien et un apaisement dans comment je vivais les réunions. Et le fait, ça me laisse. L'impression de cette phrase, c'est que ça laisse une brèche. Et du coup, moi, j'aimais bien la perfection de. Voilà, il y a tous ces gestes qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins. Mais là, le fait de savoir que, en fait, là, moi, je le ressens vraiment, c'est très physique que j'ai besoin de parler. Et du coup, si je me dis, il y a une brèche, j'ai le droit de parler, en fait, ça me fait plutôt peur que ça, alors que les gestes me rassuraient. Et je ne sais pas si j'ai une vraie question, mais du coup, quand je l'ai vu, j'ai eu un peu du urticaire en mode ah non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas laisser de brèche, il y a les gestes pour ça. Et donc, voilà, c'était mon ressenti sur cette phrase-là. Ouais, j'entends. Après, pour moi, vraiment, pour moi, c'est important d'ouvrir cette brèche parce que, ça permet d'ouvrir la porte à des personnes qui, vous voyez là, le nombre de gestes que je viens de vous apporter, il y en a pour qui, en 2 secondes, c'est retenu et c'est clair et c'est simple. Il y en a, ils vont mettre 5 ans avant de se les approprier, d'être à l'aise avec. Et c'est très frustrant et ça peut être excluant, en fait, de
de juste complètement bloquer à bah, t'as pas le bon geste, c'est pas grave, tu vas pas parler. Et du coup, c'est aussi une façon en fait d'ouvrir. Et là, moi, ce que je trouve important en tant que facilitateur ou facilitatrice, c'est d'avoir cette posture de pédagogue, de dire ah ok, mais en fait là, tu aurais pu me faire ce geste-là. Ou en fait, là, ça aurait peut-être pu attendre de prise de parole. Et en fait, du coup, d'avoir en conscience que c'est un chemin, c'est pas justement, c'est pas parfait, c'est pas tout cadré. C'est des humains autour de la table et c'est un chemin qu'on trace ensemble. Et donc, il y a un enjeu en fait à avoir cette posture de pédagogie de bah, c'est OK si tu n'as pas tous les codes tout parfaits maintenant tout de suite et que tu ne rentres pas parfaitement dans la case tout de suite. Par contre, à ce moment-là, on va prendre le temps à chaque fois de comprendre et d'essayer de remettre ça dans un cadre pour que pour la suite, ce soit plus fluide, quoi. Voilà. En tout cas, c'est mon approche, mais encore une fois, à toi de créer les espaces dans lesquels tu te sens bien et qui sont pertinents pour toi quand tu facilites. Alors, Flavie, c'est une prise de parole ou... Ah non, du tout. Non, non, c'était juste pour acquiescer avec ce que tu disais. Désolée. Super, super. Est-ce qu'il vous reste d'autres questions? Je vais essayer de vous retrouver le lien du coup. Pas une question, mais une réaction. Vas-y, Sylvain. Moi, je l'ai découvert à la bascule, du coup, et un jour, on était à table en famille, et c'était le bazar, les deux petits par là et tout, c'était insupportable. Et du coup, j'ai lancé un jeu qui était le jeu du silence, mais avec le bâton de parole, en fait, qu'ils ne connaissaient pas. Et les deux, donc ma nièce, 2 ans ou 3 ans, et mon neveu, 5, 6 ans, je pense. Mon neveu, j'ai une frustration quand on rentre de l'école, c'est qu'il ne nous dit pas ce qu'il a fait dans la journée, donc c'est pas très grave, mais du coup, j'ai cette frustration. Et quand on lui a donné le bâton, il nous a raconté tout ce qu'il avait fait dans la journée. On a fait un tour, ma nièce a raconté, on est revenu à mon neveu, et il m'a raconté ce qu'il avait fait la veille. Et en fait, j'ai découvert que je les utilisais tout autant en famille pour ramener justement petite brique par toute petite brique parce que c'est hyper compliqué. Et du coup, on était à la conférence de Rob Hopkins hier et quand il l'a expliqué, on peut applaudir comme ça, mais mes beaux-parents qui étaient là en mode ah, mais en fait, vous n'êtes pas juste des fous, il y a d'autres gens comme vous qui utilisent des outils. Et c'était hyper intéressant de se rendre compte que même en famille, c'était des alliés dans cette coopération dans la famille et que ça permettait de mieux vivre plein de moments, même en dehors de ces cercles de coopération où on est un peu tous dans des moments où on veut ça. Même en dehors, ça marche et c'est hyper puissant partout en fait. Absolument, ouais. N'hésitez pas à les apporter partout. Enfin, c'est... Après, encore une fois, il y a effectivement ce truc de mais vous êtes tous des fous à faire ça. Moi, j'ai une sorte de réflexe maintenant ancré dans ma main. Quand je suis d'accord avec un truc, j'ai ma main qui se secoue comme ça. Mais oui, c'est ultra puissant. Et en fait, ça demande le temps justement de créer cette culture commune qui est très rapide, qui est juste de les expliquer, en fait, de les montrer. Mais une fois que c'est montré et que c'est expliqué, ça se diffuse à une telle vitesse et les gens se les approprient tellement vite et ça permet plein de choses. Merci, merci Sylvain pour cet apport. Y a-t-il un geste pour dire super like? Alors oui, il y a celui-là. Je vois les mains très très haut. Et nous, on a un dernier, c'est le jet de paillettes. On fait comme ça. Jeter des paillettes sur les gens. Je mets juste dans le chat le lien YouTube où vous pouvez retrouver du coup les précédentes interventions, Stéphanie. Je te l'ai mis dans le chat. Alors, pas de questions, mais merci beaucoup. Y a-t-il un geste pour dire super like? Bonne idée. Voilà. Je laisse encore 1 ou 2 minutes s'il reste des questions. Et puis sinon, bah, on va s'arrêter là pour ce soir. Ok, et s'il n'y a pas plus de questions, ce que je propose, c'est de soit prendre la parole, soit écrire dans le chat pour me dire ce avec quoi vous repartez de cette session, ce que vous emportez avec vous.
Alors, je repars avec plein de nouveaux apprentissages, de l'espoir, plein de bonnes idées. Merci, j'ai dit. Adapter les outils au fur et à mesure. Je repars avec l'envie d'ajouter plein de nouveaux gestes, mais doucement, un par un. Ce sont les besoins des groupes et des moments. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, j'ai de paillettes. Merci beaucoup, un bon moment passé avec vous. Merci pour cette intervention claire et agréable. Pardon, l'espoir de futures réunions et construction commune plus efficace et sereine. Yes, génial. Merci beaucoup, vraiment. C'était super agréable d'être avec vous ce soir et c'est super de voir autant d'entre vous. J'adore avoir des vidéos en face. Coucou Alice d'ailleurs, qui nous a rejoint. Et écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.